Sa fille a refusé d'entrer. Elle a simplement pointé du doigt la fenêtre de la chambre. Ce que sa mère y a vu l'a incité à appeler immédiatement la police. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et indiquez votre ville d'origine dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La première chose que Nia ressentit ce matin-là fut une lourde douleur dans la poitrine, une douleur persistante après une autre nuit blanche. Ses yeux s'ouvrirent au son strident et persistant de l'alarme de son téléphone. Elle tendit la main à l'aveuglette par-dessus la table de nuit et la fit taire, 6h15. Dehors, le ciel était encore d'un bleu d'avant l'aube, le monde en pause. Elle inspira une fois, savoura le silence, puis soupira, sachant que le jour allait bientôt l'engloutir. Quand ses pieds touchèrent le sol froid, chaque mouvement lui semblait réfléchi et épuisant. Vêtue d'un débardeur et d'un pantalon de pyjama fin, elle traversa le couloir à pas feutrés jusqu'à la chambre de sa fille. Alia, 8 ans, était assise bien droite dans son lit, serrant sa couverture violette préférée contre son menton, ses grands yeux marrons clignant patiemment. « Bonjour, maman » murmura-t-elle. Nia se pencha pour déposer un baiser sur son front. « Bonjour, ma belle. Allons-y. » Leur routine était un ballet de petits rituels soigneusement chorégraphiés. Nia préparait le déjeuner d'Alia, un sandwich au beurre de cacahuète et à la banane, des tranches de pommes croquantes et une petite brique de lait au chocolat pendant que sa fille se brossait les dents et enfilait le legging à étoiles et le long sweat à capuche rose qu'elle avait préparé la veille. Nia enfilait sa blouse, coiffait ses boucles serrées en chignon et avalait un café tiède tout en aidant Alia à lasser ses baskets. À 7h45, elles étaient parties. Le chemin jusqu'à l'école s'étendait sur 6 pâtés de maisons tranquilles, chacun bordé de maisons en briques identiques, de cours modestes et de clôtures grillagées. Nia tenait la main d'Alia, non pas parce que sa fille avait besoin d'être serrée, mais parce qu'elle en avait besoin. Devant les grilles de l'école, Nia s'attarda un instant de plus que d'habitude, regardant sa fille disparaître à l'intérieur. Le quartier était convenable, les professeurs bienveillants, mais Nia imaginait toutes les éventualités possibles. Elle n'exprimait jamais ses craintes à voix haute, mais elle palpitait sous son air calme. De retour à la maison, elle fit la vaisselle du petit déjeuner, vérifia la cuisinière, les fenêtres et les serrures, puis sombra dans 2 heures de sommeil agité. Son service à la clinique commença à 17h et dura bien après minuit. La vie lui semblait un tourbillon d'épuisement et de vigilance, seules toutes les deux depuis des années. Le père d'Alia avait disparu avant sa naissance, aucun appel, aucun soutien, juste un nom sur un acte de naissance et une traînée de promesses non tenues. Nia avait cessé de se demander pourquoi, elle était trop occupée à survivre. Ce mercredi après-midi-là, Nia venait de finir de plier le linge lorsqu'elle entendit des coups irréguliers, 3 coups rapides, une pause, puis un long coup incertain. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Brad, son demi-frère, se tenait là, plus maigre que dans ses souvenirs, vêtu d'un sweat à capuche délavé et d'un jean ample. Son regard se porta sur elle et pénétra dans la maison. « Salut, ma sœur, dit-il d'une voix tendue. Je viens de sortir. Nulle part où aller. » Les souvenirs de sa dernière arrestation lui revinrent en mémoire 5 ans plus tôt, 18 mois pour cambriolage. Leur mère avait toujours excusé ses bêtises en prétextant que « les garçons sont des garçons », tandis que Nia restait l'enfant invisible et responsable. Maintenant, l'homme sur son porche semblait abattu, mais sobre. Pas d'odeur d'alcool, pas de frémissement. Malgré son instinct qui lui criait non, elle se surprit à s'écarter. « Tu peux rester au sous-sol, juste quelques nuits, dit-elle. Le visage de Brad s'illumina d'un espoir enfantin que Nia n'avait pas vu depuis des années. « Merci, N. Tu ne le regretteras pas », mais en le regardant descendre l'étroit escalier menant au sous-sol peu meublé, son estomac se noua. Ce soir-là, elle dit à Alia, « Oncle Brad est là pour un petit moment. Il fait partie de la famille. » Les yeux écarquillés de sa fille tentèrent de comprendre. Nia avait établi des règles, pas d'invités, pas d'alcool, pas de montée sans permission, et jamais seule avec Alia. Pendant 2 jours, Brad resta seul, sa présence silencieuse convainquant presque Nia qu'elle avait pris la bonne décision. Puis les petits signes apparurent, Alia réveillée par des pas dans le couloir, la vaisselle égarée, la lumière de la salle de bain restée allumée, le lait à moitié vide dans le noir. Quand Nia le confronta, il rit, amusé. Ce soir-là, elle cala une chaise sous sa poignée de porte, le cœur battant. À la fin de la semaine, Brad était parti au pas de mots, juste un sous-sol vide et une brosse à dents toujours dans son support. Nia rangea son désordre, jeta ses vieux emballages alimentaires et se prépara à la question d'Alia, « Oncle Brad revient. » « Non, ma puce, »
murmura Nia d'une voix ferme. Il est parti. Soulagement et malaise la entendit qu'elle bordait sa fille, promettant silencieusement « Je n'ouvrirai plus jamais cette porte à la famille, à la culpabilité, au doute. » Mais les promesses, elle le savait, ne sont aussi fortes que la prochaine crise et elle ignorait que la véritable épreuve était déjà là. Elle n'apprendrait que plus tard, trop tard, que parfois, quand on pense avoir exclu quelque chose, cette chose trouve un autre chemin, une autre porte, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, quelqu'un en qui on avait autrefois confiance. Le lendemain matin, un silence rare s'installa, de ce genre d'immobilité, comme si l'air s'était arrêté. Nia se tenait dans la cuisine, versant les flocons d'avoine dans la casserole d'un geste lent et posé. Alia était assise à table, fredonnant doucement tout en dessinant des spirales sur sa serviette du bout de sa cuillère. Dehors, le ciel, d'un gris épais d'automne, s'éternisait contre les fenêtres. Brad était parti. Son absence était comme un vide dans la maison, pas de pas lourd dans l'escalier du sous-sol, pas de bruit de bol dans l'évier, pas de toux sourde résonnant dans les conduits d'aération. Nia avait fouillé chaque recoin après avoir découvert le sous-sol vide. Pas de mots, pas d'adieu, seulement la faible odeur de son eau de Cologne sur la vieille couverture qu'il avait utilisée. Elle se força à être reconnaissante, elle avait fait ce qu'elle pensait être juste, apporter son aide, poser des limites, et lorsqu'il avait disparu, elle ne l'avait pas poursuivi. Pourtant, son absence lui collait à la peau comme un film, cette même tension qu'elle avait toujours ressentie avec Brad, même lorsqu'ils étaient enfants, quelque chose d'inachevé. Alia n'a rien demandé. Elle a simplement accepté que son oncle ait suivi le chemin de beaucoup qui traversent l'enfance sans laisser de racines derrière eux. Ce soir-là, après qu'Alia se fut endormie, Nia fut attirée par le placard du couloir. Elle ignorait pourquoi ou ce n'était pas là que Brad avait séjourné mais quelque chose l'y attira. Elle ouvrit la porte et contempla les rangées de manteaux d'hiver, la pile de chaussures et la boîte de vieilles photos de famille non ouvertes qu'elle n'avait pas touchées depuis des années. Elle s'assit par terre et prit la boîte sur ses genoux. À l'intérieur se trouvaient des polaroïds d'anniversaire d'enfance, des clichés délavés aux bords irréguliers, des photos de classe encadrées en papier. Une photo la coupa le souffle, elle a 10 ans, perchée sur les marches du porche, un livre sur les genoux, les yeux plissés face au soleil. Derrière elle se tenait Brad, les bras croisés, un sourire narquois. Leur mère se penchait sur le seuil, une cigarette à la main, criant quelque chose qui n'apparut jamais dans le cadre. Nia fixa la photo jusqu'à ce que les bords deviennent flous. Brad avait toujours été imprévisible, charmant quand il le voulait, furieux quand il n'obtenait pas gain de cause. Leur mère lui trouvait des excuses sans fin, il est simplement sensible, il a besoin d'espace, il ne faut pas le provoquer. Nia avait appris à se taire, à rester hors de son chemin, à se faire petite. Lorsqu'elle avait décroché son premier emploi à 16 ans et économisé suffisamment pour déménager, elle avait eu l'impression de se libérer d'une cage faite de liens familiaux. Elle n'avait pas regardé en arrière ni lors de la première arrestation de Brad, ni lorsqu'il s'était présenté à la porte de leur mère, couvert de bleu et de sang. Elle avait choisi la distance, et cette distance l'avait sauvée. Et pourtant, il était là, à nouveau, à l'intérieur de sa maison, dans son espace, à regarder sa fille. Cette nuit-là, le sommeil la fuyait. Chaque craquement du sol, chaque coup de vent extérieur la ramenait à une vigilance anxieuse. Elle repensait à sa visite, le sourire forcé, le pas traînant dans le couloir, la façon dont il évitait son regard lorsqu'elle l'interrogeait sur ses projets. Au petit matin, elle entendit un léger coup. Le cœur battant, elle se redressa, mais ce n'était qu'Alia, qui traversait le couloir à pas feutrés avec son ours en peluche. « J'ai fait un mauvais rêve », murmura la fille. Nia souleva la couverture. « Viens ici. » Alia se blottit contre elle, petite et chaleureuse, les cheveux parfumés au shampoing à la lavande, le souffle léger. Nia l'entoura d'un bras et fixa le plafond jusqu'à ce que la nuit cède la place au matin. Les jours passèrent et Nia reprit son souffle. Elle retourna au travail, remplit le réfrigérateur et continua sa routine. Alia retourna à l'école, s'entraîna à l'orthographe et dessina des poneys aux longues pattes dans son cahier. Puis, un samedi matin, alors que Nia pliait du linge dans le salon, Alia apparut, les bras autour d'elle. « Tu es descendu hier soir ?» demanda-t-elle. Nia marqua une pause, serviette à la main. « Non, pourquoi ?» La voix d'Alia était calme mais assurée. « J'ai entendu quelqu'un marcher. » « Peut-être que la maison a craqué, suggéra Nia, mais son propre cœur battait plus vite. « Non, » insista Alia. C'était des pas, de la cuisine à l'escalier. J'avais peur. Nia s'agenouilla devant sa fille et lui prit les petites mains.
Merci de me l'avoir dit. Si jamais tu entends quelque chose, réveille-moi. Ce soir-là, Nia verrouilla toutes les fenêtres et vérifia les portes à 3 reprises. Elle sortit une vieille batte de baseball du placard et l'appuya contre le mur de sa chambre. Elle ne dit rien à personne. Que pouvait-elle dire? Que son frère avait disparu, que sa fille avait entendu des choses qu'elle ne pouvait expliquer, qu'elle sentait que quelque chose clochait chez elle. Elle commença à remarquer les petites trahisons d'une maison envahie, du savon dans la salle de bain d'invités, à moitié utilisée, une boîte de thon manquante dans le garde-manger, la serrure de la porte de derrière qui semblait lâche. À chaque fois, elle se disait que ce n'était rien, elle avait dû oublier, ou Alia s'était glissée sans le dire, ou la maison était tout simplement vieillissante. Un soir, alors qu'elle sortait les poubelles, elle se figea à la vue d'empreintes de pas dans la terre, près du porche. Ni les siennes, ni celles d'Alia, des empreintes de bottes. Elle les fixa jusqu'à ce que le soleil disparaisse à l'horizon. Le lendemain, elle a appelé le propriétaire pour de nouvelles serrures. Il lui a dit qu'il pourrait envoyer quelqu'un la semaine prochaine. Elle n'a pas attendu. Le soir même, elle s'est rendue à la quincaillerie, a acheté des pennes dormants robustes et les a installées elle-même. Cette nuit-là, elle a dormi avec la serrure sur les genoux et son téléphone sur l'oreiller. Mais la peur est insidieuse. Elle s'infiltre dans votre esprit, votre souffle, vos os. Elle vous fait douter de tout, même de vos propres instincts. Puis, comme si de rien n'était, la maison s'apaisa. Plus de bruit, plus d'objets manquants. Nia se détendit. Alia rit de nouveau, peignit de nouveaux tableaux et les scotcha au réfrigérateur. Nia a commencé à penser que c'était peut-être fini. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que Brad n'avait pas disparu dans les airs. Il avait simplement transmis le danger à quelqu'un d'autre, quelqu'un dont elle ne savait même pas qu'il l'observait, quelqu'un qui avait été invité à entrer. La prochaine fois qu'Alia parlerait de bruit de pas, ce ne serait pas de mémoire. Ce serait réel et bien trop proche. Ce fut le silence qui alerta Nia. Pas le silence dont elle avait tant besoin pendant ses interminables nuits de travail, ni le doux silence qu'elle chérissait entre le coucher d'Alia et l'aube. Ce silence lui semblait différent, anormal, et il lui serrait la poitrine comme un avertissement. Elle le remarqua dès qu'elle sortit de la voiture et coupa le moteur. Même le bruissement habituel des feuilles et le bourdonnement lointain de la circulation semblaient avoir été engloutis. Nia venait de rentrer chez elle après une garde exténuante de 16 heures, sa 3e nuit consécutive. Ses épaules lui faisaient mal, ses yeux la brûlaient, et elle n'avait qu'une envie, se glisser au lit et se reposer. Avant de quitter la clinique, elle avait envoyé un simple texto « J'arrive, ma chérie », à Madame Delgado, la voisine qui surveillait Alia, tout en sachant que sa fille n'avait pas de téléphone. Madame Delgado s'était montrée gentille, attentive, mais jamais autoritaire. À première vue, la maison semblait parfaitement normale, la lumière du porche brillait encore, la boîte aux lettres était vide et le jardin était exactement comme elle l'avait laissé. Mais Alia était assise sur le trottoir, les jambes croisées, une couverture serrée autour des épaules, le dos tourné à la maison. Lorsque Nia sortit de la voiture, sa fille resta immobile, elle resta assise là, comme si elle cherchait à disparaître. Le cœur de Nia battait fort tandis qu'elle traversait l'allée en courant. Alia leva de grands yeux rouges, mais ne dit rien. Elle se leva lentement, marcha vers sa mère et prit la main de Nia dans les siennes. « Qu'est-ce qui ne va pas, bébé » murmura Nia. Encore une fois, pas de réponse. Alia se cramponna à son flanc, puis désigna la maison du doigt, le petit doigt tremblant. Nia suivit son regard jusqu'à la fenêtre de la chambre. Le rideau transparent ondulait doucement, et l'espace d'un instant, Nia aperçut une grande silhouette immobile se tenant juste à l'intérieur de la vitre. Sa gorge se serra. Elle recula en titubant, entraînant Alia avec elle. Tous ses nerfs hurlèrent. Ses clés lui échappèrent des mains, claquant sur le béton, et ses doigts cherchèrent son téléphone. 911, souffla-t-elle, la voix tremblante, tandis qu'elle murmurait son adresse et expliquait que quelqu'un était chez elle. Seule elle et sa fille y vivaient, la seule autre personne possédant une clé où son frère Brad avait disparu. Le répartiteur lui a conseillé de rester dehors. Les policiers étaient en route. Quelques instants plus tard, Madame Delgado est apparue en robe de chambre, l'inquiétude se lisant sur son visage. Que se passe-t-il? Nia ne pouvait détacher son regard de la fenêtre. Lorsque le rideau se releva, elle murmura à peine, « Tu peux emmener Alia, juste un petit moment ?» Madame Delgado hocha la tête et lui tendit les bras. Alia hésita, puis suivit sa voisine de l'autre côté de la rue.
Nia les regarda partir, sa promesse flottant dans l'air froid, « J'arrive tout de suite ». Elle aurait bien voulu entrer, mais la peur la retenait. Sa fille avait refusé d'entrer, ce qui se cachait à l'intérieur la terrifiait tellement qu'elle préférait s'asseoir seule sur le trottoir. 2 voitures de police arrivèrent silencieusement. Un policier s'approcha de Nia tandis qu'un autre contournait l'arrière de la maison. Sa voix se calma tandis qu'elle expliquait la situation et répétait que personne n'avait sa place à l'intérieur. Les policiers échangèrent un regard, dégainèrent leurs armes et se dirigèrent vers la porte d'entrée. Le temps s'étira insoutenablement. Finalement, un policier réapparut et lui fit signe d'approcher. « On a trouvé quelqu'un » dit-il. Les genoux de Nia fléchirent. « Un homme » ajouta son partenaire, la mâchoire serrée. « Il se cachait dans le placard de ta chambre. » L'esprit de Nia se vida, puis fut submergé de questions. Qui était-il? Comment était-il entré? Sa fille était-elle en danger? Il n'a pas résisté, a dit le copilote. Il n'avait pas d'arme. Il prétend que votre frère Brad l'a invité, lui a donné à manger et lui a dit qu'il pouvait rester. Brad n'était pas rentré depuis plus d'une semaine. La voix de Nia se brisa, je ne le connais même pas. Il devait avoir une clé que Brad n'a jamais rendue, a expliqué l'agent. Il est juste entré. Nia pressa sa main contre sa bouche, le poids de ce qui aurait pu se passer s'abattant sur elle. Sa fille l'avait vu aussi, recroquevillée dans le noir. Elle retourna chez Madame Delgado et trouva Alia blottie sous une couverture sur le canapé. Dès que leurs regards se croisèrent, la peur de la petite fille parla. Nia tomba à genoux et la prit dans ses bras. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-elle. Elle murmura « Je t'ai ». Elles restèrent ainsi un long moment, Nia tenant sa fille comme pour les ancrer toutes les deux à quelque chose de solide. Lorsque Nia se leva enfin, Alia la suivit sans protester. Elles rentrèrent lentement chez elle, enveloppées par le silence de la rue. À l'intérieur, Nia inspecta chaque pièce, chaque recoin, chaque placard. L'homme avait disparu, mais sa présence persistait comme une tache sombre. Elle retira les draps, ouvrit les fenêtres, essuya chaque surface tout pour chasser son souvenir. Elle ne pouvait plus respirer le même air que lui. Elle se força à sourire quand Alia leva les yeux, déterminée à ce que sa fille ne voie pas la peur qui la griffait de l'intérieur. Ce soir-là, ils étaient assis sur le canapé avec 2 tasses fumantes de chocolat chaud. Alia se pencha vers elle et murmura « Il m'a fait peur, maman. » Il n'a pas scié. Nia ne dit rien. Elle ne pouvait pas parler. Alia continua de parler. « Je suis restée silencieuse, comme tu me l'avais dit. J'ai attendu. » Nia la serra plus fort dans ses bras, s'émerveillant du courage de sa fille, elle avait tout fait correctement, et pourtant, tout avait failli mal tourner. Elle ne parvenait pas à effacer la silhouette à la fenêtre ni à effacer l'image d'un homme debout dans son espace le plus intime, invité par quelqu'un qu'elle considérait autrefois comme sa famille. Ce n'était plus seulement de la peur. C'était une trahison. Et ce n'était pas fini, pas encore. Quelque part, Brad avait encore une clé. Ce matin-là, Nia vaquait à ses occupations dans le brouillard. La lumière familière pénétrait par la fenêtre de la cuisine, le réfrigérateur ronronnait, la cafetière gargouillait, et les crayons d'Alia tapaient contre son bol de céréales mais rien de tout cela ne semblait normal. Les murs, bien qu'intacts, semblaient percés. Nia se tenait devant l'évier, les bras immergés dans l'eau savonneuse, regardant fixement par la fenêtre comme si cela pouvait révéler quelque chose qu'elle avait manqué. L'homme poli, avait dit les policiers, avait été doucement poussé hors du placard comme un chat errant. Il ne s'était pas débattu, il avait juste regardé fixement, le regard vide, en murmurant que quelqu'un lui avait dit que tout allait bien. Il prétendait que Brad l'avait amené ici, qu'il pensait que la maison était vide et qu'il essayait juste de dormir. Rien de tout cela n'avait d'importance. Il était entré dans la maison de sa fille. Nia laissa tomber une assiette avec fracas et ferma le robinet. Ses mains tremblaient, même si elle essayait de le cacher. Elle prit une inspiration et se dirigea vers la table où Alia coloriait tranquillement. Le visage de la fille était calme, mais Nia vit le calme supplémentaire dans ses épaules et la façon dont ses yeux continuaient à se diriger vers le couloir. Nia s'agenouilla à côté d'elle. « Bébé, dit-elle doucement, veux-tu parler d'hier soir ?» Alia ne leva pas les yeux. « Je l'ai vu descendre les escaliers. » La colonne vertébrale de Nia se contracta. « Quand ? » « Tard. Il faisait nuit. J'avais soif, alors je me suis levé. J'ai entendu des pas, mais je n'ai pas bougé.
Il ne t'a pas vu? Non. Il est resté longtemps près des escaliers, puis il est remonté. Nia prit la main de sa fille. Tu as été si courageuse, murmura-t-elle. Tu as fait exactement ce que tu étais censée faire. Tu es restée silencieuse. Tu as pris soin de toi. Je suis si fier de toi. Alia a finalement croisé le regard de sa mère. Il sentait les vieux vêtements, la poussière et quelque chose d'aigre, a-t-elle dit. Et il n'a pas scié. Nia pressa ses lèvres contre le front d'Alia et se leva. Le reste de la matinée s'est déroulé dans le flou. Nia a appelé la clinique et leur a dit qu'elle ne viendrait pas avant une semaine, elle avait droit à ce temps, et rien ne comptait plus que de rester près de sa fille. À midi, elle avait commencé à se réapproprier l'espace. Elle avait nettoyé chaque recoin de la maison, elle avait désinfecté les lits, nettoyé les murs, passé l'aspirateur, balayé, essuyé les vitres. Il ne s'agissait pas de salir, mais de montrer sa présence, de faire comprendre que c'était leur maison. Même s'il faisait froid, elle ouvrit toutes les fenêtres, laissant le vent traverser chaque pièce comme s'il pouvait chasser l'obscurité qui s'y était installée. Finalement, elle fit face au placard où il s'était caché. Le cœur battant, elle entr'ouvrit la porte. Une légère odeur corporelle persistait. Nia eut un haut-le-cœur, mais ne s'arrêta pas. Elle frotta les murs avec de l'eau de javel jusqu'à ce que ses mains la piquent et que les vapeurs lui donnent le vertige. Quand elle eut fini, elle s'effondra contre le mur de la chambre et regarda le plafond. Brad était devenu silencieux. Elle n'avait plus eu de ses nouvelles depuis. Plus tard, l'agent chargé de l'affaire a appelé pour dire que Polly avait insisté pour que Brad l'amène ici, il l'avait trouvé à un arrêt de bus, lui avait proposé un abri et pensait que la maison était vide. Il savait qu'Alia était là, a-t-il dit, mais il supposait qu'elle était avec Nia. Cela n'arrange rien, dit Nia d'une voix neutre. Ce soir-là, elle changea toutes les serrures, nouveau peine dormant, porte coulissante renforcée, butoir de porte dans la chambre d'Alia. Elle commanda des caméras de surveillance et des alarmes aux fenêtres avec un budget non prévu, mais qui ne lui importait plus. Le lendemain matin, le serrurier demanda, entrée par effraction. Nia secoua la tête. Pas vraiment, répondit-elle. Cette nuit-là, après qu'Alia se fût endormie, Nia se tenait dans le couloir devant la chambre de sa fille. La porte était entr'ouverte, laissant filtrer une douce lumière, exactement comme Alia l'aimait. Elle se souvenait du jour où sa fille lui avait dit qu'elle n'avait plus besoin de lumière. Maintenant, elle en avait besoin. Nia ferma sa porte et sortit son téléphone. Elle trouva le dernier message de Brad, « Merci, ma sœur. Je suis sérieux. » Ses doigts planèrent sur le clavier. Puis elle tapa, « Il y avait un homme chez moi. Il avait une clé. Appelle-moi maintenant. » Elle fixa l'écran vide. Pas de bulle de saisie, pas d'accusé de réception, juste le silence. Elle rappela. Directement sur la messagerie. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Chaque bruit la faisait se redresser. Chaque ombre lui semblait menaçante. À 3 heures du matin, elle se leva pour vérifier une fois de plus les portes d'entrée et de derrière car rien, pas même le sommeil, ne lui semblait sûr tant qu'elle ne savait pas que sa fille était véritablement protégée. Elle s'assit au bord du lit d'Alia et regarda sa petite poitrine se soulever et s'abaisser à chaque respiration. Dans ce moment de silence, l'esprit de Nia s'agita à toutes les façons dont cela aurait pu se terminer différemment, son propre retard ce matin-là, le voisin qui n'avait pas ouvert la porte, la prudence naturelle d'Alia. Un seul battement manqué, et cette histoire aurait tourné au drame. Au lever du soleil, la peur avait laissé place à la fureur. Toute la matinée, elle écrivit furieusement dans son carnet, notant chaque détail dont elle se souvenait, les traits durs du visage de Polly, les mots exacts prononcés par l'agent. Puis elle appela le commissariat et déposa plainte, non seulement pour documenter les faits, mais aussi pour tracer une ligne claire. Elle donna le nom de Brad, révoqua son autorisation d'entrer dans la maison, nota qu'il n'avait pas rendu la clé et exigea une inculpation pour mise en danger. L'agent se montra poli, promit de donner suite, mais Nia sentit que la politesse ne suffirait jamais. Plus tard, elle s'agenouilla près d'Alia sur le canapé et lui parla d'une voix douce et posée. « Oncle Brad a fait une erreur, expliqua-t-elle, et il a laissé entrer quelqu'un qui n'aurait jamais dû être là. La police s'en occupe, et ça ne se reproduira plus. » Alia baissa les yeux vers ses genoux, ses petites mains se tordant. « Il savait pour moi ?» demanda-t-elle. Nia hésita. « Je ne sais pas, ma puce, répondit-elle, mais à partir de maintenant, on va redoubler de prudence. » Alia hocha la tête,
puis posa la question que Nia redoutait, « Et s'il revient ?» Nia serra sa fille dans ses bras et murmura, « Il ne reviendra pas. Je te le promets. » Mais intérieurement, ses doutes se déchaînaient comme une tempête. Ce jour-là, son téléphone ne la quittait pas. Toutes les heures, elle vérifiait un message, un appel, un signe de Brad. Rien. L'après-midi, elle regarda Alia dessiner une forteresse au mur de briques sous un ciel de caméras vigilantes. Elle fronça les sourcils en voyant l'image, mais elle comprit ensuite, sa maison avait été un sanctuaire, et maintenant elle devait la reconstruire pierre par pierre, plus sûre que jamais. Les jours suivants, Nia s'accrocha à la routine comme à une bouée de sauvetage. Les matins commençaient par des crêpes parfaitement dosées et des boîtes à lunch remplies dont le contenu semblait pouvoir maintenir le monde en place. Elle accompagnait Alia à l'école, un bras fermement autour de ses épaules, chaque pas étant un rituel de contrôle. De l'extérieur, rien ne semblait anormal. À l'intérieur, elle dénouait fil par fil ou des nuits blanches passées à fixer l'application de sécurité, à repasser la silhouette aperçue à la fenêtre de sa chambre, le souvenir se gravant dans sa mémoire. Ce n'était pas seulement un cambriolage, c'était une trahison plus profonde que n'importe quelle lame, la profanation de sa maison par quelqu'un qu'elle aimait autrefois comme un membre de sa famille. Brad avait disparu après le signalement, ne laissant derrière lui que l'écho du danger. Puis, 3 jours plus tard, son téléphone vibra. Elle était dans la cuisine, en train de se servir des céréales, lorsqu'un SMS d'un numéro inconnu apparut à l'écran. Je ne voulais pas l'effrayer. Il avait juste besoin d'un endroit où dormir. Je pensais être de retour avant ton retour. Nia serra si fort son étreinte que ses jointures lui firent mal. Elle tendit sa cuillère à Alia avec un calme qu'elle ne ressentait pas, puis se retira dans le salon, arpentant le carrelage froid, le souffle court. Ce n'était ni des excuses ni des remords, juste une excuse superficielle destinée à minimiser ce qui s'était passé. Elle répliqua, chaque mot étant un fil de rasoir. Vous avez laissé entrer un inconnu chez moi avec notre fille à l'intérieur. Vous n'avez pas appelé, vous n'avez pas pris de nouvelles, il se cachait dans son placard. Elle l'a vu. Elle était terrifiée. Ce n'est pas un problème qu'on résout par SMS. 15 minutes plus tard, sa réponse arriva. Écoute, pouvons-nous parler avant que tu fasses quelque chose de radical? Drastique. Les mains de Nia tremblaient à l'idée d'avoir failli prendre des mesures drastiques, se rendre à sa dernière adresse connue, le traîner devant les policiers, tout révéler à Alia d'un coup. Elle réprima cette impulsion, attendit la fin des cours, puis, lorsqu'Alia fut en sécurité avec Madame Delgado, elle l'appela. « Et » répondit-il d'un ton léger. La voix de Nia était glaciale. « Il y avait un homme chez moi, ma fille l'a vu dans son placard la nuit. Tu comprends ce que tu as fait ?» Il marqua une pause. « Je ne pensais pas que c'était si grave. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. « Pas sérieux » répéta-t-elle, l'incrédulité et la colère la tenaillant. « Tu croyais que ce serait bien de faire venir chez nous un homme que tu connaissais à peine? Tu n'as pas appelé, tu t'en fichais. Je t'avais confié la clé, et tu t'en es servi pour trahir cette confiance. Il n'a fait de mal à personne, a-t-il protesté. Il aurait pu, rétorqua-t-elle. Je change les serrures. Tu n'es plus jamais le bienvenu ici. J'ai déposé plainte, si tu t'approches de nous, je te fais l'expulser. Elle raccrocha avant qu'il puisse plaider davantage. À cet instant, des décennies de culpabilité, d'obligation et d'histoire s'effondrèrent comme des cendres. Elle avait longtemps essayé d'être celle qui pardonne, celle qui pacifie, mais c'était sa voix. Ce soir-là, emmitouflée dans une couverture sur le canapé, elle serra Alia contre elle. Un parfum de cacao et de lavande emplit la pièce tandis qu'elle murmurait, « Chérie, il faut qu'on parle. » Et ensemble, elles commencèrent à reconstruire le seul foyer qui comptait vraiment. Certainement. Voici votre version réécrite, soigneusement enrichie pour plus de profondeur et de clarté émotionnelle, tout en préservant le sens et l'intention d'origine. Alia leva les yeux avec de grands yeux. « Tu te souviens quand je t'ai dit qu'il y avait quelqu'un dans la maison ?» Alia hocha la tête. « Eh bien. Oncle Brad a fait une erreur. Il a laissé entrer quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Quelqu'un que je ne connaissais pas. Quelqu'un qui n'avait rien à faire ici. » Alia resta silencieuse. Ses doigts tordaient le bord de la couverture. « Es-tu en colère contre lui ?» demanda-t-elle doucement. Nia hésita. « Oui, dit-elle, parce que c'est mon devoir de te protéger. Et j'ai fait confiance à quelqu'un qui ne l'a pas pris au sérieux,
et ce n'est pas acceptable. Alia hocha lentement la tête. Je n'aimais pas cet homme. Il sentait la vieillerie, et il me fixait trop longtemps. Nia sentit la nausée revenir, lui remontant à la gorge. Elle serra sa fille contre elle. Tu as été très courageux, murmura-t-elle. Tu as écouté ton instinct. C'est important. Tu as tout fait comme il fallait. Est-ce qu'il va revenir, demanda Alia. Non, il ne le fera pas. Je te le promets. Alia leva les yeux vers elle. Et l'oncle Brad? Nia détourna le regard, puis le regarda à nouveau. Oncle Brad ne reviendra pas non plus. Pas avant longtemps. Peut-être jamais. Alia ne dit rien. Elle se pencha simplement sur le côté et posa sa tête sur son épaule. Le lendemain, Nia a de nouveau consulté un serrurier. Elle a remplacé les peines dormants, installé des cadenas à chaîne intérieure et renforcé le cadre de la porte arrière. Elle a installé des lumières à détection de mouvement devant la fenêtre d'Alia. Elle a même remis en place le vieux babyphone, en plaçant une extrémité dans la chambre d'Alia et l'autre sur sa table de nuit. C'était peut-être exagéré, mais elle s'en fichait. La sécurité n'était plus un espoir. C'était une mission. Elle a commencé à se renseigner sur les ressources pour les enfants traumatisés. Elle a inscrit Alia à un programme de thérapie proposé par son école. Les premières séances ont été calmes et lentes. Mais après la 3e visite, Alia a souri un peu plus en rentrant. Elle a demandé si elle pouvait dormir à nouveau dans sa chambre. Elle n'a pas demandé que la lumière du couloir reste allumée. Quelque chose en Nia se détendit. Pas complètement, mais suffisamment pour lui permettre de respirer. Cette semaine-là, elle a recommencé à tenir un journal. Elle y a tout noté, sa colère, sa peur, sa culpabilité. Ses souvenirs d'enfance avec un frère infaillible et une mère qui ne l'avait jamais écoutée. Elle a écrit ce qu'elle avait ressenti en abandonnant sa fille. Ce qu'elle avait ressenti en retrouvant enfin sa voix. Et puis, tard dans la nuit, un autre message est arrivé. C'était encore Brad. Je sais que j'ai fait une erreur. Mais je ne suis pas une mauvaise personne. Elle me manque. Tu ne peux pas juste me parler? Nia n'a pas répondu. Elle a bloqué le numéro et supprimé la discussion. Elle avait déjà dit tout ce qu'il fallait dire. Désormais, sa vie était autre chose. Ne pas réparer les gens brisés. Je ne joue pas les pacificateurs. Mais il fallait s'assurer qu'Alia sache, sans l'ombre d'un doute, que sa mère ne laisserait jamais, au grand jamais, une telle chose se reproduire. Cette confiance, une fois brisée, ne serait pas restituée comme de la petite monnaie. Que leur sécurité, leur paix, leur foyer ne soient plus jamais sacrifiés pour l'histoire de la rédemption de quelqu'un d'autre. Parce que Nia en avait assez de faire de la place à ceux qui ne l'avaient pas mérité. Et elle ne revenait pas en arrière. Le vent avait changé. Il n'était ni fort ni spectaculaire. Cela se produisait par petits changements ou des gestes discrets de sécurité, le retour du souffle dans des poumons qui avaient oublié comment se remplir complètement. Il y avait encore de la tension, oui. Encore des nuits où Nia se réveillait en sursaut au moindre craquement ou au bruit sourd du chauffage. Encore ce coup d'œil occasionnel par-dessus son épaule en verrouillant la porte. Mais la maison avait commencé à s'adoucir à nouveau. Et les gens à l'intérieur aussi. Alia ne s'arrêta plus au bord de sa chambre. Elle franchit la porte avec une assurance prudente, ne jetant qu'un seul coup d'œil derrière elle. Elle avait repris son sommeil, tout en serrant toujours son ours contre elle, dont la fourrure était désormais un peu plus usée sur les bords par ses nuits agitées. Et chaque soir, Nia s'asseyait avec elle jusqu'à ce que sa respiration ralentisse, que ses paupières battent et que le silence du sommeil l'emporte. Pour Nia, la restauration a été plus compliquée. Les blessures n'étaient pas visibles. Ils l'ont montré dans la façon dont elle serrait son téléphone plus fort lorsqu'elle quittait la maison. Dans la façon dont elle a écouté un peu trop longtemps avant de marcher dans un couloir sombre. De la même manière, elle a vérifié le babyphone 3, 4, 5 fois avant minuit. De la même manière qu'elle restait assise, éveillée, sur le canapé, à parcourir les articles sur d'autres mères, d'autres trahisons, d'autres situations dangereuses. Mais la guérison ne résidait pas dans l'absence de peur. C'était du mouvement malgré cela. Et donc elle a déménagé. Elle a commencé par le tangible. Chaque serrure de chaque fenêtre a été remplacée. Elle a acheté des caméras, les a installées à chaque coin de la maison et a programmé des alertes directement sur son téléphone. Un nouveau système d'alarme,
plus avancé que ce qu'elle pouvait se permettre, a été installé et testé. Un petit panneau clignotant près de la porte d'entrée est devenu le symbole du pouvoir retrouvé. La porte du sous-sol, par laquelle Brad était descendu sans permission, était désormais verrouillée à 3 reprises. Les clés de rechange étaient réduites à un seul exemplaire, conservé dans son sac à main, jamais laissé derrière elle. Madame Delgado était la seule personne en dehors de leur maison à avoir une sauvegarde, et celle-ci était scellée dans une enveloppe placée dans un petit coffre-fort à l'intérieur du placard de la chambre de Nia. Un coffre-fort que Nia n'avait jamais possédé auparavant, mais qui lui semblait désormais aussi essentiel que l'oxygène. La chambre d'Alia a également changé. Nia a peint l'un des murs d'un lilas doux, à la demande de sa fille. Ils ont acheté ensemble de nouveaux draps, des licornes et des lunes, ainsi qu'un tapis doux en forme de nuage. Alia voulait aider à assembler la veilleuse, une lampe en forme d'étoile avec un variateur d'intensité. Ils l'ont placée près de sa commode, face à la porte. « Je veux voir le couloir sans me lever », dit-elle. Nia a embrassé le haut de sa tête. « Bien sûr, bébé. » Il y avait maintenant des rituels. Avant d'aller au lit, ils ont verrouillé les portes d'entrée et de derrière ensemble. Alia disait, devant, sécurisé. Et Nia répétait, dos sécurisé. Cela a donné aux filles quelque chose à quoi s'accrocher. Cela leur a donné à tous deux un moyen de traiter la fissure invisible qui s'était formée dans leur monde. Et il y avait le thérapeute. Il avait fallu quelques appels téléphoniques et un effort pour surmonter la culpabilité d'avoir attendu aussi longtemps, mais Nia avait finalement inscrit Alia à un programme de soutien au traumatisme par l'intermédiaire de son école. La pièce était petite, avec des poufs et une fresque murale commune représentant une rivière traversant des montagnes. La thérapeute, une femme noire à la voix douce nommée Dr Yvonne, avait souri doucement à Alia lors de leur première rencontre et lui avait demandé « Aimes-tu les histoires ?» Alia hocha la tête. Et c'est comme ça que tout a commencé. Les premières séances se déroulaient dans le calme. Alia ne parlait que si on lui demandait. Mais lors de sa 3e visite, elle a apporté un dessin de la maison de ses rêves, où les portes étaient en acier et les fenêtres équipées de boutons pour les rendre invisibles. Lorsque Nia est venue la chercher cet après-midi-là, les épaules d'Alia étaient plus droites. Elle a demandé s'il pouvait prendre de la limonade sur le chemin du retour. C'était une petite chose, mais Nia sentit quelque chose se resserrer et se relâcher dans sa poitrine. Cette nuit-là, Alia ne lui a pas demandé de rester après l'avoir bordé. Et pour la première fois depuis des semaines, Nia a dormi sans son téléphone à la main. Mais la guérison n'a pas été linéaire. Certaines nuits, Alia venait encore à sa porte et murmurait. « Je n'arrive pas à dormir. » Nia n'a jamais hésité. Elle soulevait la couverture et la laissait grimper à l'intérieur, enroulant ses bras autour du petit corps chaud qui était devenu le symbole de tout ce qui était vrai dans sa vie. Et d'autres fois, c'était Nia qui se tenait devant la porte de sa fille, écoutant, juste pour être sûre. La culpabilité était toujours là, tapie dans les coins, attendant des fissures. Il murmura qu'elle aurait dû mieux savoir. Qu'elle aurait dû voir les signes. Qu'elle n'aurait jamais dû donner une clé à Brad. Mais maintenant, quand cela arrivait, elle n'essayait pas de le faire taire. Elle l'a laissé parler. Et puis elle s'est rappelée à elle-même. Faites-moi savoir si vous souhaitez que ce document soit continué ou adapté pour l'impression, la performance ou un autre format. Elle avait agi. Elle avait protégé. Elle avait tracé une ligne dans le sable et l'avait renforcée avec des mèches d'acier et une vérité sans phare. Brad ne renoua plus jamais contact avec elle. Son silence résonna plus fort que n'importe quelle excuse. Une partie d'elle avait attendu un geste grandiose ou un message vocal, une lettre, quelque chose de concret mais rien ne vint. Au lieu de cela, l'absence elle-même devint l'excuse, son incapacité à affronter ce qu'il avait fait, la lâcheté de la retraite. Nia ne savait pas si elle le reverrait un jour, mais le lien qui les unissait s'était rompu. La fragile promesse d'une famille était désormais méconnaissable. Elle pleurait sa perte non pas avec des larmes, mais avec une acceptation silencieuse et ferme. Un soir, alors qu'elle raccompagnait Alia de l'école, sa fille leva les yeux et lui demanda « Penses-tu qu'il s'excusera un jour ?» Nia s'arrêta sous le lampadaire doré, la brise d'automne agitant les feuilles mortes à leurs pieds. Elle réfléchit longuement, puis répondit « Je ne sais pas. » Mais qu'il le sache ou non, on n'a pas besoin d'attendre des excuses pour se sentir mieux. Alia hocha la tête, puis sourit. « Je suis contente qu'il ne soit plus à la maison. J'aime bien quand on est seul. » Moi aussi, murmura Nia, et ils continuèrent sur le trottoir silencieux, leur pas résonnant dans l'air frais du soir.
De retour chez elle, Alia monta précipitamment l'escalier jusqu'à sa chambre, crayon à la main. Nia s'attarda à la fenêtre, le thé réchauffant ses doigts, regardant le soleil couchant se coucher derrière les toits lointains. Elle se souvenait de l'atmosphère autrefois empoisonnée de la maison, chaque mur véhiculant les échos de la peur et de la honte, mais maintenant, elle commençait à leur ressembler à nouveau. Lentement et avec beaucoup de soin, elle reprit possession de chaque pièce, non pas parce que le passé avait disparu, mais parce qu'elle choisissait de ne pas le laisser dicter son avenir. Elle cessa de mesurer la sécurité à l'absence de menace, elle la mesurait à la présence, sa présence, la façon dont elle se montrait présente pour sa fille, pour elle-même, pour la vie qu'elle reconstruisait. Elle ne vérifiait plus les serrures 2 fois par peur, mais par amour. Elle ne scrutait plus les caméras en s'attendant à un danger, elle savait que la vigilance n'était qu'une autre forme de protection. Elle ne dormait plus avec une batte à la porte, elle dormait dans la tranquille certitude qu'elle ferait tout ce qu'il fallait pour protéger ce qui comptait le plus. Cette semaine-là, elle a réorganisé son emploi du temps. Elle a avancé ses horaires de consultation pour profiter de la lumière du matin. Le dimanche, elle préparait de grandes quantités de soupe et de ragoût pendant qu'Alia était assise à proximité, un casque sur une oreille, des aquarelles éparpillées sur la table. Parfois, ils écoutaient de la musique et chantaient, leur rire emplissant les pièces à la place des vieux échos. Le vendredi soir, ils se pelotonnaient sur le canapé, les couvertures emmêlées, pour regarder des classiques Disney ou ce qu'Alia choisissait sur la chaîne familiale. L'écran clignotant devint leur nouveau rituel, une oasis de calme partagée au milieu des incertitudes de la vie. Nia a appris à se faire plaisir par petites touches, une longue douche chaude, 10 minutes d'immobilité dans la voiture avant de monter à bord, des promenades dans le quartier avec ses écouteurs sur les oreilles, laissant le rythme de ses pieds chasser la tension qui n'a jamais vraiment quitté ses épaules. Elle rêvait encore parfois des silhouettes de portes qui grinçaient, la voix de Brad qui insistait sur le fait que ce n'était pas si grave, mais chaque matin, elle se réveillait au doux murmure d'Alia dans la pièce voisine et se rappelait exactement pourquoi elle avait fait tout cela. Car l'amour n'était pas douceur, c'était une armure, et Nia était devenue une forteresse. Elle comprenait désormais que restaurer ne consistait pas à effacer les fissures, mais à les sceller avec de l'or, avec la mémoire, avec détermination. Personne, de sa famille ou non, ne franchirait plus jamais sa porte sans comprendre ce que cela lui avait coûté et ce qu'il faudrait réparer. Les jours suivants, la maison semblait différente, non seulement plus calme, mais aussi chargée d'un poids tranquille, comme si la stabilité elle-même s'était installée dans les murs. Les serrures étaient restées fermées, les caméras allumées, mais les mouvements de Nia avaient perdu leur urgence. Elle ne réagissait plus, elle choisissait. Alia remarqua le changement, elle aussi. Elle s'attardait moins près des portes, jouait plus librement dans sa chambre et laissait même parfois la lumière éteinte la nuit. Elle continuait de vérifier le couloir avant de s'endormir, mais elle ne demandait plus à Nia de monter la garde et parfois, elle fredonnait. Ce doux bourdonnement innocent fit monter les larmes aux yeux de Nia, mais jamais devant sa fille. C'était une preuve de résilience, l'esprit d'une enfant qui refuse de s'affaiblir. Nia écoutait Alia parler par bribes, il avait des chaussures bizarres, ou, je l'ai entendu respirer, sans jamais se précipiter pour combler le silence. Elle avait appris que les enfants portent des fardeaux invisibles, et que lorsqu'ils sont prêts à les déposer, ces moments doivent être accueillis avec respect, sans contrôle. Un soir, alors qu'il débarrassait la table, Alia demanda, « Pourquoi les gens s'excusent-ils s'ils ne le pensent pas ?» Nia se figea, une assiette à la main. « Quelqu'un t'a-t-il présenté ses excuses ?» « Non, » répondit Alia en haussant les épaules. « Mais tu as dit qu'oncle Brad pourrait s'excuser un jour. » « Et s'il le faisait, mais qu'il mentait ?» Posant l'assiette, Nia s'agenouilla à côté d'elle. « Alors ce ne sont pas de vraies excuses. De vraies excuses montrent que tu comprends ce que tu as fait et que tu veux réparer les torts. Moins que ça, ça ne compte pas. » Plus tard dans la soirée, Nia trouva une lettre dans la boîte aux lettres sans adresse de retour, sans timbre, juste son nom écrit de l'écriture si reconnaissable de Brad. Elle l'ouvrit sur le comptoir de la cuisine, tandis que le bruit de l'eau du bain coulait dans l'escalier. Ces mots furent brefs, remords, souvenirs manqués, l'espoir de se parler à nouveau un jour. Elle l'a lu 3 fois, non pas parce que les mots avaient changé, mais parce qu'elle avait changé. Autrefois, un tel message aurait pu la plonger dans le trouble, tiraillée entre espoir et rage, mais maintenant, elle ne ressentait que de la clarté. Elle plia la lettre, la scella dans un sac plastique et la rangea dans son classeur, sous les dossiers médicaux et les formulaires de thérapie. Non pas comme un souvenir, mais comme un témoignage. Parce qu'elle avait appris quelque chose de crucial, l'amour et la confiance sont 2 choses différentes.
Elle pouvait encore aimer Brad, se souvenir des après-midi ensoleillés et des rires partagés de son enfance, mais elle ne lui faisait plus confiance et elle n'en avait pas besoin. L'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est une obligation teintée de culpabilité, et elle ne donnerait jamais cet exemple à sa fille. Ce week-end-là, Alia fut invitée à sa première sortie sans Nia, l'anniversaire d'une amie au parc. Nia vérifia chaque détail, observa depuis le parking jusqu'à ce que le rire de sa fille résonne dans l'herbe, puis rentra chez elle dans une maison tout simplement paisible. Elle traversa chaque pièce, lentement et consciencieusement, ouvrant les fenêtres, arrosant les plantes et diffusant un doux jazz dans les enceintes de la cuisine. Elle se prépara une tasse de thé, s'assit à table et laissa la lumière de l'après-midi lui réchauffer les bras. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne vérifia pas les serrures non pas par oubli, mais parce qu'elle savait qu'elles étaient là et qu'elles étaient enfin chez elle. Elle les vérifierait plus tard, car elle n'avait plus peur. Elle était éveillée, consciente, ancrée. Quand Nia est venue chercher Alia ce soir-là, la petite fille est montée dans la voiture, un ballon au poignet et du glaçage sur la joue. « On peut aller manger une glace ?» a-t-elle demandé, les yeux brillants. Nia a ri doucement. « Bien sûr » a-t-elle répondu. Alors qu'il descendait la rue calme, Alia dit soudain, « J'ai été courageuse, n'est-ce pas, cette nuit-là ?» « Tu l'étais » dit Nia fermement. « Tu le es. Je savais que quelque chose n'allait pas avant toi. » Nia hocha lentement la tête, la vérité de ses paroles s'installant au plus profond d'elle-même. « Tu l'as fait. Et je suis si fier de toi d'avoir écouté ce sentiment, ton instinct. Écoute-le toujours. » Alia se tourna vers la fenêtre, regardant son ballon danser dans la brise du soir. « Je le ferai, dit-elle. Toujours. » Ce soir-là, après avoir bordé Alia, Nia s'assit seule sur la véranda. L'air était frais et vif, la pleine lune, témoin silencieux du drame. Elle repensa à tout ce qui s'était passé, à quel point elle avait failli perdre l'être le plus important, au lourd tribut d'une confiance mal placée, et à la façon dont le traumatisme laisse des traces même lorsque les blessures s'estompent. Elle savait combien il aurait été facile de minimiser le danger, de faire comme si de rien n'était, de pardonner trop vite et d'apprendre à sa fille que la trahison pouvait être ignorée. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle avait affronté la vérité, l'avait nommée et s'était dressée entre elle et celui qu'elle aimait. Ce faisant, elle a brisé un cycle. Le lendemain matin, alors qu'elle boutonnait le manteau d'Alia avant l'école, Nia se pencha et croisa le regard de sa fille. « Si jamais tu sens quelque chose d'anormal, dit-elle, dis-le-moi tout de suite. » Alia hocha la tête solennellement. « Je le ferai, promit-elle. » Parce qu'ils savaient tous les deux que ce n'était pas seulement une leçon, c'était un vœu. Il n'y avait eu ni confrontation dramatique, ni confrontation judiciaire, juste un enfant qui s'exprimait, une mère qui écoutait, et un choix fait dans le calme, entre l'instinct et l'action. Ce choix avait tout changé. Parfois, Alia parlait encore de l'homme, non pas avec peur, mais comme si elle racontait un souvenir qu'elle devait exprimer à voix haute pour l'empêcher de grandir en elle. « Je n'aimais pas ces chaussures, disait-elle un jour. Elles étaient trop silencieuses. Je l'entendais respirer près de ma porte. Il ne clignait pas des yeux. Il me fixait simplement. » Nia écoutait à chaque fois, car elle savait ce que trop de mères apprennent à leurs dépens, lorsqu'un enfant vous dit que quelque chose ne va pas, la plus grande erreur que vous puissiez commettre est de ne pas le croire. Cette petite voix claire les avait sauvées toutes les deux, et Nia s'était juré de ne plus jamais l'ignorer. En regardant sa fille, elle ne voyait plus seulement l'enfant qu'elle élevait, elle voyait une boussole, une révélatrice de vérité, une survivante. Et elle savait sans l'ombre d'un doute que la voix intérieure de cette petite fille les guiderait vers l'avant, sûre, entière et sans peur de parler. Si cette histoire vous a interpellé, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus. Regardez la vidéo suivante et n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui en a besoin.